Véritable montagne dans la mer, au relief aussi étonnant que tourmenté. La Corse est parcourue du nord au sud par une épine dorsale des plus vertigineuses, formant une succession de pics effilés dressés comme des lances. Deux ensembles sont particulièrement renommés dans l'île, les aiguilles de Bavela au sud, et ici au nord, ces aiguilles de Popolasca que l'on nomme aussi aiguilles de Poulasca ou encore aiguilles de Rondinaille selon les différentes traditions orales. À Popolasca, les nuances rouges violacées du granit phare de ces pics décharnés de mystères bien sombres, imprégnant ce lieu reculé et sauvage d'une atmosphère quasi inquiétante, totalement surnaturelle. Il faut avouer que ces cimes écrasent littéralement le paysage de leur stature, hautaine et inaccessible, s'élevant à la verticale au-dessus de l'île comme pour s'en détacher et caresser les cieux. Nul homme ne peut rester insensible à tant de puissance, à tant de grandeur. Je dois vous avouer ressentir de l'inquiétude à savoir ces lieux escarpés être le théâtre de la nouvelle aventure de Paul et de Karine. Les parois sont si abruptes, si raides, que j'en frissonne d'avance. Bien sûr, Paul n'aura pas la folie d'entraîner Karine sur ses à-pics démesurés. Non, cela va de soi. Mais la montagne est si périlleuse dans ces paysages désolés que j'avoue éprouver quelques appréhensions à les savoir tous les deux ici, au milieu de ces rochers. Même si Paul a choisi de commencer son périple par l'envers du décor. Enfin, c'est comme cela qu'on peut le dire, je crois. Quelle idée d'ailleurs, Paul, que d'inviter cette pauvre Karine à te suivre dans les profondeurs de la montagne, dans des gouffres si obscurs que vous pourriez à jamais vous perdre. Ne sais-tu donc pas que ces crevasses sans fin, qui s'enfoncent jusque dans les entrailles de l'île, sont tout aussi dangereuses que ces sommets pointus, que ces monstres de pierre en ont avalé des bien plus costauds que toi? Enfin, tu as l'air de savoir ce que tu fais, Paul. Je l'espère en tout cas. Tu as l'expérience pour toi et la responsabilité de Karine sur tes épaules. Karine, sauve-moi! Appuie-toi sur mon épaule! Eh oui, mais j'arrive pas, je suis coincé là. Mais qui c'est qui bloque? Eh, ma pente, ça. Oh. J'ai la chaussure aussi coincée dans le fond. Allez, sors ta chaussure. Attends, laisse. Attends, je vais essayer ça. Saute! Oh, oui, c'est bon. Oh, bah dis donc, il était temps. Allez, laisse passer, tonton. Voilà. Ça m'a toujours excité, l'aventure dans les profondeurs de la Terre. Hein. On se croirait dans un ventre de baleine. Bleu. Oh, l'araignée! Oh, le corps tout rond. Oh, transparent. Oh. Irk. Là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on marche. Tu te rends compte? Si les lampes s'éteignent, jamais on trouve la sortie, là. Ah oui, ça c'est bien vrai. Mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Il vaut mieux vivre 10 ans comme un lion que 100 ans comme un mouton. Et puis, il faut bien mourir de quelque chose, non? Mais moi, j'ai pas du tout envie de disparaître dans cette grotte. Perdu et oublié de tous. C'est joli, ça. Je dirais un grappé. Oh! Ah non, commence pas. Hein. Oh, c'est joli par ici, regarde. Ouais, attention ta tête, hein, tête du gabo. Waouh. Très impressionnante, cette cavité. Ouais, ce que peut faire la nature, extraordinaire. Et dire que tout ça, c'est du calcaire. Ouais.
Touche un peu la douceur de la roche. Ah ouais, c'est doux. Hein. Wow. Tu te rends compte qu'on est sous le plus bel ensemble de pics et d'aiguilles de toute la Corse? Eh oui. Puis ce paysage que l'on a sur notre tête, hein, il témoigne vraiment de l'extraordinaire accident tectonique où la plaque européenne a rencontré la plaque africaine, a soulevé les montagnes. Et la Corse s'est arrachée, il y a des millions d'années, de la Provence et a dérivé et se trouve aujourd'hui dans sa position actuelle. Et c'est comme ça qu'est né le golfe du Lion. Eh oui. Et toute la partie nord de la Méditerranée. Bon, la grande question quand même qu'on se pose, c'est comment se sont créées les aiguilles de Popolas? Eh bien, ce sont des roches qui sont très anciennes et qui appartiennent à une partie des Alpes qui a été repoussée au milieu de la mer. Et ces roches, elles ont été compressées et elles se sont soulevées avec le mouvement des plaques. Et c'est pour cela que dans le paysage de Castiglione et de Popolasque, tu as beaucoup de failles, d'aiguilles, de canyons et de creux. Et au-delà, en fait, de ces roches verticales, ici, tu as une particularité, c'est que tu as une intrusion de roches sédimentaires qui appartiennent au socle marin, qui a été arraché lors des grands mouvements de plaques. Et cette colline calcaire n'est donc pas la seule dans le coin. Il y en a bien d'autres. En fait, c'est une sorte de quadrillage très serré fait de failles et de fractures où on retrouve bien sûr du granit, des schistes et 20% d'affleurements calcaires. Ouais, parce que cette grotte, cette sapre, elle s'est formée en milieu karstique. Exactement. Et ce sont les fleuves et les rivières qui se sont engouffrés dans des failles qui ont créé les canyons d'aujourd'hui. Et cette grotte a été façonnée par l'eau qui s'est frayé un chemin dans la roche tendre, parce que le calcaire, c'est de la roche tendre. Mais ça a duré pendant des millions et des millions d'années. Il y a tout plein de cavités dans ce style de montagne, semblables à celle-ci. Elles sont en fait les corridors des anciennes rivières. Et cette grotte, à Sapara, c'est un morceau d'un ancien lit souterrain que les mouvements tectoniques ont par la suite déplacé. Ouais. Très bonne analyse, ma chère. Mais merci bien, mon cher Polo. Et là, on a un dilemme qui s'oppose à nous. Ah. La première chose, c'est que s'il pleut au-dessus de notre tête, à torrent, l'eau va s'infiltrer dans la roche. Et ensuite, ici, on va voir arriver une rivière avec un débit énorme et on va finir noyé au centre de la Terre. Ou alors, tout simplement, un mouvement tectonique, un léger tremblement de terre, et là, on va recevoir le plafond de la grotte sur notre belle tête. Je crois qu'on va pas tarder à retrouver l'air libre. Hein. Ouais. Allez, un démo d'aiguille. Oui. Oh, là, il faut se baisser. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh non. Non, Paul, j'ai plus de batterie. Ah, t'en fais une bonne exploratrice, hein. Enfin, prends ta lampe. J'ai plus de piles. Par contre, je suis prévoyant. Un vrai explorateur, toujours un plan B. Ah, bravo le plan B. Ouais, là, il n'y en a qu'une. Il va falloir faire très vite pour trouver la sortie, parce qu'après ça... Adieu, Karine. Adieu, Polo. Ah, mon Dieu, j'en étais sûre. À vouloir jouer les aventuriers intrépides, vous voilà peut-être à jamais prisonnier de ces géants de pierre, égarés dans un gouffre pour l'éternité. Il faut bien avouer qu'il n'y a plus grand monde ici pour vous secourir, les amis. La montagne est désespérément vide, abandonnée de tous, depuis si longtemps déjà. Pourtant, sur ses flancs nus, se trouvent encore les murets des terrasses d'autrefois, témoignage d'un temps où tout ce décor figé était bien remuant, troublé par le mouvement des hommes et des bêtes, les clameurs des troupeaux, les chants des bergers, les rires des femmes qui cultivaient cette terre et s'occupaient des maisonnées. Car il y en a eu des histoires ici-bas, des amours cachés, des étreintes vigoureuses, des cris de joie ou de peine, des larmes aussi.
toute cette agitation qui fait le quotidien des villageois. Oui, il y a eu de la vie sur ces pans rocailleux. En réalité, tout un petit village bien ordonné, où chacun remplissait son rôle, concourant à créer une communauté soudée et salutaire. Sur cette étendue délaissée, les murets encadrant l'ancien chemin de muletier, les enclos ouverts aux quatre vents, les murs effondrés des maisons. Tout cela n'est plus que tristesse. Les morceaux éparses de ce qui formait jadis le squelette de cette communauté et dont les ruines disloquées se couvrent d'oubli, tels de vieux ossements dans le désert. Tu vois, Karine, je trouve que cet endroit est un lieu propice pour y vivre. Et surtout, pour se ressourcer avec soi-même. Et d'ailleurs, tu comprends bien que les populations de l'époque voulaient venir ici pour vivre en toute quiétude. C'était surtout la nécessité qui avait contraint les populations à venir s'isoler de la sorte, oui. Et oui, et là, on a tout ce beau village abandonné et en ruine. Ce village de Seppula, il a été construit par des populations en fuite, qui avaient peur des razzias barbaresques, de se faire tuer et aussi de se faire prendre comme esclaves. Alors ils sont montés ici, construire ce village, probablement au XVIe siècle ou peut-être avant. Et aujourd'hui, c'est un véritable désert. Mais bon, tu sais, il faut pas croire que les gens d'ici souffraient de solitude. Parce que bon, c'est vrai que c'est assez difficile à croire, mais ici, il y avait de la vie. Et oui, mais la vie était assez rude pour l'époque. Et il ne faut pas croire, les habitants de Seppula vivaient dans un isolement bien réel. Ils étaient en complète autarcie. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer la vie d'autrefois. Pour certains, alors, on est Barlème. Oui, mais bon, Seppula n'était pas le seul hameau dans ces montagnes. Il y avait aussi le village de Keda, pas loin. À peu près à 1 heure de marche. En fait, ici, il y avait un véritable maillage territorial de petits villages qui leur permettait de se rencontrer à certaines occasions et même, des fois, de se marier. Heureusement qu'il y avait quand même du mouvement. T'imagines, ils se seraient tous mariés entre eux. Catastrophe. Oui. Et tu sais, dans ces montagnes, il y avait souvent des mariages arrangés. Parce que l'arrangement, c'est pas mal. Imagine-toi, je suis propriétaire d'une petite châtaigneraie et là, je vais rencontrer la fille d'un céréalier. Et bien entendu, mes enfants vont devenir riches parce que l'arrangement permettait de grossir la richesse de la famille. Tu crois que j'en aurais voulu à mes parents? Eh bien non. Alors bien sûr, des fois, tu pouvais bien tomber. Et des fois, c'était compliqué. Et quand c'était compliqué, tu avais les copains pour vaquer à différentes occupations. Et le soir, quand tu rentrais chez toi, tu finissais ta soupe et tu allais te coucher. Ah, c'est sûr que vu sous cet angle, entre les copains et l'apéritif... Mais bon, il faut penser quand même qu'il y avait les travaux des champs. Ouais. Et puis il y avait la cuisine. Et l'éducation des enfants aussi. Alors crois-moi, ici les journées étaient bien remplies, on n'avait pas trop le temps de s'ennuyer. Une vie bien remplie, une vie agréable, que du bonheur. Et ensuite, les personnes ont oublié tout ce bonheur. Ils sont descendus vers les vallées en aval, près des voies de grande communication, près du confort, en cherchant un nouveau bonheur. L'attrait des routes, c'est sûr. Eh oui. Et puis les habitants de Seppula ont quitté le village au XVIIIe siècle pour aller sur Montifao. C'était plus facile. Mais bon, tu sais, faut pas croire que c'était une vie terrible ici. Après tout, les saisons s'enchaînaient.
les unes après les autres, et ils vivaient dans le bonheur et la joie. Eh oui. Mais moi, là, je verrais bien une belle plantation. Ah bah tu vois. Il y a de quoi faire, hein. Oui, mais bon, ça c'était à l'époque, c'est des années révolues, ça, c'est fini. Réfléchis. Demain, si les barbaresques reviennent sur nos côtes, il y en a certains qui vont faire des pieds et des mains pour remonter vivre au village. Et nous, on est en place, et à moi, la richesse. Je me sens comme observée. Ça fait trop bizarre. Moi, j'ai rien remarqué, hein. Tu sais, ici, il n'y a plus personne depuis 200 ans. Peut-être qu'ils traînent une ou deux âmes errantes. Bah, si tu dis vrai, je veux bien qu'on retourne, moi. Mais non, je rigole. Tu sais, de toute façon, les âmes errantes, elles sont dans un monde parallèle. Elles ne font pas partie de notre monde. Elles ne peuvent que t'observer et elles ne peuvent pas t'attraper. Alors, Ça elles va. ont toute sécurité. C'est rassurant. Ouais, bon, je vais me trouver un lopin de terre pour faire ma plantation. Vous voilà donc en mission, mes amis, si vous l'acceptez bien sûr. Celle de redonner vie à ces espaces oubliés. N'ayez crainte. La chose ne semble peut-être pas aisée de prime abord, mais vous disposerez de toute la logistique nécessaire à la réussite de cette mission. La colline tout entière, avec ses paillets, ses enclos et ses ruines, ses hectares de bonne terre et sa rivière en contrebas. Bref, de quoi repeupler toute la montagne et transformer sa quiétude en un lieu d'intense activité. Et si le doute vous accable, pensez donc à ces colons du Nouveau Monde qui arrivaient le plus souvent en roulotte dans des régions inoccupées, avec, devant eux, tout à construire. Après tout, les grands domaines terriens se sont édifiés à coups de pioche. N'est-ce pas, Paul ? Oh là là. Attends. Je dis, elle est pas très en forme, là. Oh, ça c'est rien. Ce ne sont que quelques feuilles mastiquées par une limace. Enfin, faudrait surtout arrêter de la trimballer partout. Ah, elle a l'habitude du transport. Et puis tu sais, ici, elle se sent bien. C'est son air de prédilection. Et c'est elle qui va ensemencer la plantation. Voilà. Ah, notre premier plan de tabac est en terre. À nous la gloire et à nous la fortune. Cette plante, quelle histoire, quand même. Eh ouais, ce tabac vient tout droit du Nouveau Monde. Bah, d'ailleurs, il y a peu de fumeurs qui connaissent vraiment l'histoire du tabac. Eh oui, et c'est Christophe Colomb qui nous l'a fait découvrir. Et par la suite, c'est Jean Nicot, qui était ambassadeur de France au Portugal, d'ailleurs qui a donné son nom à la nicotine, qui fait connaître le tabac aux grandes cours européennes. Et en 1810, par décret impérial, Napoléon Bonaparte va instaurer le monopole des tabacs. Et la régie des tabacs va être créée en 1811. Et la même année, pour ne pas que les paysans corses soient ruinés parce qu'il y a une crise économique, Napoléon va décider d'autoriser la production et la vente de tabac en Corse. Mais tu sais qu'il y a une petite histoire à ce sujet-là, Napoléon et le tabac. Il est dit qu'un jour, Napoléon donnait un grand bal aux Tuileries. Il est tombé nez à nez avec une mystérieuse jeune femme. Tu t'en doutes, elle était très très belle. Mais surtout, lui, il avait remarqué qu'elle était recouverte de somptueux bijoux. Elle avait les bras littéralement chargés de diamants. Alors il a essayé de savoir qui elle pouvait être. Il a fait sa petite enquête, il s'est bien renseigné.
Et il a découvert qu'elle était en fait l'épouse d'un richissime planteur de tabac. Alors lui, très intelligent, il en a déduit que cette mystérieuse plante était à l'origine de toute cette richesse. Alors la petite histoire dit, enfin c'est une histoire, hein, je ne sais pas si elle est vraie, qu'il aurait essayé de la séduire mais qu'elle aurait repoussé ses avances. Alors du coup, comme une sorte de petite revanche personnelle, il aurait décidé d'instaurer une taxe sur le tabac dans tout l'Empire. Eh ouais, tu vois, il y a beaucoup de ragots qui tournent autour de Napoléon, mais en tous les cas, lui n'avait de cœur que pour Joséphine et pour la grandeur de la France. Et là, ma chère, nous sommes en présence d'une variété de tabac exceptionnelle de nos ancêtres qui perdure depuis 4 siècles. Nous avons la Nicotiana tabacum rustiga, l'herba d'Awaka, parce qu'il y a 2 variétés en Corse. Il y a la Nicotiana tabacum, qu'on appelle avouillette, qui fait de grandes feuilles, et ces feuilles, elles, servaient à confectionner les cigares et les cigarettes, et autrefois étaient fabriquées dans les usines de Bastos et de Job. Et je crois qu'en 1925, tu as eu, pour la Corse, dans une année, 400 tonnes de feuilles de tabac vendues. C'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup. Eh oui. Et toutes ces feuilles de tabac étaient récoltées. Alors on les plantait un petit peu partout dans les villages, on les plantait aussi à l'intérieur des bergeries, parce que les excréments d'animaux, ça apportait du fertilisant pour les plantes. Et les tabacs, ils poussaient magabido. Et après, on les mettait aussi dans les poulaillers, pour repousser les poux et les puces. Et bien sûr, on cueillait les feuilles, surtout au mois d'août, parce qu'on plantait la plante au mois de mars et on récoltait au mois d'août. Alors on pouvait faire 3 tailles. 3 tailles, on prélevait les feuilles. Ensuite, on prenait les feuilles, on les faisait sécher au soleil 3 jours. Après ça, les feuilles, la journée, tu les mettras à l'ombre et le soir, tu vas les humidifier. Et plus tard, tu vas les récupérer et les mettre dans un sac en tissu pour qu'elles fermentent. Et après, tu vas les tailler, tu vas faire tes morceaux et tu peux confectionner des petits cigares ou alors même, tu peux l'achiquer, comme les faisaient nos ancêtres dans les villages. C'est pas mal, Moi, j'aime bien. Oui, dis, quand je te parlais de la plante et l'histoire, mais je te parlais vraiment de celle-là, ce plant. Celle-là, c'est Tintin qui me l'a donnée. Voilà, on a des feuilles super bien travaillées. Herba d'Awaka. De la balle. C'est assez costaud. Là, il y a des goûts de cuir, tu vois, de potané. C'est âpre, mais c'est très bon. Réservé seulement aux initiés rouge tigué. Oh non, pas dans les cheveux. Oh, Paul, après ça sent. Tu devrais t'y mettre avant de devenir vieille. Non, merci. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu dessines mon plan? Non, je dessine notre plantation. J'adore que les plans se déroulent toujours sans accroc. L'herbe à gourse. L'idée est peut-être un peu fanée, mon cher Paul. Ne crois-tu pas? Le tabac n'a plus le vent en poupe de nos jours. Et sa consommation risque fort de suivre la même trajectoire que sa production insulaire, c'est-à-dire la disparition pure et simple. Car si autrefois les Corses possédaient souvent quelques pieds dans leur jardin, privilège acquis sous Gênes et maintenu sous Napoléon, il n'existe aujourd'hui plus aucune plantation de tabac dans l'île, ni aucune fabrique. Que veux-tu? Les traditions se perdent. Le tabac était jadis un bien d'exception, un luxe que l'on ne consommait qu'avec parcimonie dans les seules grandes occasions de la vie. Il faisait alors partie de ces moments magiques où l'homme s'adonnait à quelques repos bien mérités. Mais voilà, ce temps-là est totalement révolu. Et d'objet luxueux, le tabac est devenu drogue d'accoutumance, responsable des pires maladies de notre temps.
Vous savez, les amis, il en va toujours ainsi des traditions lorsqu'elles sont perverties. Mais cette société rurale et pastorale que nous chérissons, dans notre mémoire collective, n'est qu'un fantôme déshabillé de sa réalité. C'est une image assez floue, presque un fantasme. Elle ressemble beaucoup à cette erba gorsa, quand on y songe, une sorte de mirage d'autrefois, dont on ne connaît ni la recette, ni la saveur. La Corse de l'intérieur n'est pas qu'une zone délaissée, que les hommes ont quittée lorsque la société agropastorale s'est effondrée au XXe siècle. Non, elle est et demeure l'âme de l'île, son socle montagneux originel et le siège de ses mythes et de ses légendes. Ce sont les montagnes qui ont façonné l'identité insulaire, bien plus que les rivages. Ce sont les montagnes qui ont de tout temps inspiré les hommes, forgeant leur caractère, mais aussi leur peur et leurs croyances. Dans ces reliefs torturés par une érosion millénaire, ces rochers et ces arbres aux formes extravagantes ont depuis toujours été considérés comme prodigieux ou animés de forces surnaturelles, à l'image de ce rocher en forme d'oiseau qui semble surveiller l'horizon. Partout en réalité, il est possible de discerner ou de reconnaître les silhouettes d'êtres fantastiques, gardiens de l'île devant l'éternel. Pour peu que l'on sache regarder les choses avec candeur et émerveillement. Les bergers d'antan ne s'y trompaient guère. Ces sculptures habillent merveilleusement ces montagnes de mystère et de magie, les rendant pour le moins fascinantes. Elles se lisent alors un peu à la manière d'un livre imagé où chaque paysage raconte une histoire et où interviennent des ogres, des dragons, des cavernes, des dieux, des diables et de fabuleux trésors. Les aiguilles de Popolasca n'échappent bien entendu pas à la règle. Elles qui se dressent avec majesté sur le toit de l'île, formant comme une bourrasque de rochers et de pics enchevêtrés, se bousculant les uns les autres dans un immense chaos. Enfin, la voilà. Hein? C'est magnifique, hein? Ouais. Oh, 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 oh. Je l'adore. Waouh. Incroyable. Ouais, le diamètre est important, hein? Eh oui, tu vois, moi, ces lieux, mais pour moi, ils sont peuplés de légendes. Et cette arche d'asalte, au flanc des aiguilles de la rondinage, chez moi, provoque une imagination débordante. C'est vrai. On en a vu des arches en Corse, en Sardaigne aussi. Mais elles ressemblaient plutôt à des ponts. Alors que là, c'est carrément une montagne percée. C'est un grand avone, regarde, avec une immense masse sur le dessus qui repose sur 2 frêles parois. Ouais, tu te rends compte de ce que peut faire la nature, hein? Une chose incroyable. À mon avis, avec l'érosion, il ne devrait pas tarder à tomber. Ah, qui sait, peut-être qu'on tombera avant elle. Hein? Ouais. Eh oui, c'est énorme. Tu vois, tout repose en fait sur ces sortes de colonnes, ces piliers très très fins, hein, selon le principe de voûte, parce que là, tu as une voûte naturelle. Et au-dessus, un énorme poids, regarde. Et tout ça tient, hein? Tout, c'est impressionnant. Je suis sûre que c'est le genre d'endroit qui devait servir de repère aux bergers du coin, non? Eh oui, certainement un repère. Hein. Celui-ci, il était incontournable. Et tu sais, les bergers qui vivaient dans les montagnes, ils se repéraient toujours, soit avec des arches, soit avec des aiguilles ou des montagnes en forme d'animaux. Et oui, parce que c'était très important. Et moi, je suis sûr qu'ici, il s'est passé, dans les anciens temps, même des rites.
Tu vois, parce que les arches ont toujours été considérées comme des passages de la vie à la mort. Tu vois, une sorte de porte vers l'au-delà. Tu crois? Eh oui, j'imagine, oui. Et parce que les gens qui vivaient dans les montagnes, ils s'intéressaient toujours à des choses peu ordinaires qui relevaient du surnaturel. Et là, pour le cas, eh bien, l'arche d'asalte, elle est surnaturelle. Je suis sûre qu'il devait y avoir des légendes associées à cette arche. Un peu comme on a pour le Caputavunado. Eh oui, Cosa Martino. Ouais, des légendes qui associaient le bien et le mal, les deux forces. Parce que pour les hommes d'autrefois, ben, seul Dieu pouvait être capable de percer une montagne de part en part. Eh oui, c'est sûr. Eh, mais les bergers, les hommes qui vivaient là, ont quitté la montagne et ont porté les traditions orales avec eux. Et voilà, et les légendes se sont perdues à jamais. Oh, regarde! C'est pas du lys orangé, ça? Bon, il y en a des milliers. On pourrait peut-être aller voir de plus près, non? Laisse-les tranquilles, Karine. Ils appartiennent aux aiguilles de rondinaille. Le lys orangé, grande fleur emblématique de la montagne insulaire. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette fleur, et mériterait bien le détour si elle ne se trouvait pas ici, dans des lieux totalement inaccessibles, sur de petites corniches rocheuses à l'aplomb des falaises. Mais ne t'inquiète pas, Karine, nul besoin est de se rompre le cou. Il te sera donné d'en approcher dans quelque temps. Car, comme dit le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Il existe bien d'autres pelouses dans ces montagnes obscures, bien d'autres petits jardins secrets habillés de fleurs multicolores. C'étaient d'ailleurs jadis ces pelouses et ces prairies d'altitude qui motivaient les bergers à monter leurs troupeaux près de ces sommets, cherchant à la fois fraîcheur et nourriture pour leurs brebis et leurs chèvres. Et ces montagnes un peu lugubres se transformaient chaque été en de vastes zones de villégiature très attractives, où convergeaient les chemins des transhumances estivales, réunissant sous ces hautes cimes les habitants des vallées d'en bas. C'est beau, hein? Eh, Dieu magnifique aussi. Et doucement. Ah, non, je suis un chat. Cette cavité est vraiment immense. Oh. Tu te rends compte? Ça, c'est l'eau qui s'est infiltrée dans les fissures et qui a provoqué l'effondrement de toute cette partie. Et ensuite, l'érosion a fait son œuvre. Ouh, incroyable. Et vu tous les murs qu'il y a, à mon avis, ce devait être des bergeries estivales. Eh oui, parce qu'ici, à Ascaf, il y avait autrefois une vie pastorale intense. Rien qu'à voir les compoules, hein, là où tu mettais les brebis et les chèvres, eh bien, ces compoules, ils étaient réservés, en fait, à plusieurs familles. Chaque famille avait son compoule. Alors qu'il y avait les bergers de Castiglione qui montaient par Uganal, ceux de Moltifau qui passaient par Estretele et Idiasogne, et un peu plus haut, derrière Bocascaf, tu avais les bergeries de Bradani. Eux, c'était les bergeries des Moltivink. Et au-dessus, tu avais les Asquesi. Donc, tu avais plusieurs bergers étalés sur le massif des aiguilles de Popolasque. Et bien entendu, tu avais des chèvres, des troupeaux, des brebis et aussi des belles vaches. Hein. C'était la vie d'antan. En tous les cas, ces cavités sont vraiment une chance pour les bergers. Et pour les randonneurs aussi, hein, n'est-ce pas? Là, il y a de quoi faire une véritable maison. Enfin, une grande maison même. Tu as un toit, les murs, il reste plus qu'à barrer l'entrée et on est à l'abri. Eh, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que tu peux réaliser quelque chose de bien. Et c'est vrai que tous ces chaos rocheux, hein, eh ben, sont utilisés hein, comme des maisons troglodytes. Hein.
la moindre grotte est murée et là, tu peux y vivre ou du moins passer quelques mois en estive, hein, parce que tu te doutes que l'hiver ici, c'est tout recouvert de neige. Alors là, on est sûr que les habitats étaient réservés pour ceux qui venaient l'été. C'est vrai qu'il doit faire froid ici l'hiver. Oh! Regarde ça, les petites maisons. Mais c'est vrai que c'est parfait pour faire une bergerie. Et tu sais, je pensais aussi aux fuyards. Parce que bon, tu sais bien que la Corse était souvent en guerre. Et malheureusement, il y avait des populations qui étaient obligées de s'enfuir, de monter se cacher très loin dans la montagne. Et ici, eh bien, je pense que tu pouvais abriter toute une tribu. Ouais, j'imagine bien la place pour des bandes armées, des rebelles qui se seraient cachés ici par l'époque féodale, hein, où tu avais les guerres entre les Génois et les Corses. Et bien entendu, ici, tu pouvais bien te cacher. Ah ouais. Ouais, parce que tu as plusieurs abris et en même temps, l'eau ne manque pas. Tu as des sources et des cols aussi pour t'évader, pour quitter la montagne si tu avais des troupes ennemies qui arrivaient dans le coin. Sans compter la vue. Incroyable. Ouais. Ah, c'est un lieu magique. Ah, c'est fantastique. On dirait qu'on est dans la bouche d'un monstre. Hein? Ascaf. Orcus, le démon des enfers dans la mythologie grecque, avait à peu près cette bouche-là, ma chère Karine. Sorte de gouffre béant qui dévorait toutes choses et communiquait directement avec le monde des morts. Regarde, il suffit d'imaginer 2 yeux au-dessus de la bouche pour voir le monstre s'animer. Moi, ce qui me fascine le plus, les amis, c'est que vous avez toujours le chic pour aller vous perdre dans des endroits totalement méconnus, bien loin des habituels chemins de l'île. Car une chose est certaine, ils ne sont pas nombreux les insulaires à avoir crapahuté autour de ces aiguilles mystérieuses, à avoir croisé la bouche de cette immense grotte de Scafa, à s'être promenés sur les arêtes crénelées de ces cimes perdues. Non, ils ne sont pas nombreux. Depuis que les bergers ont quitté ces massifs et ne transhument plus vers la montagne, on peut même dire que la présence humaine en ces lieux est plutôt rare. Mais quelle raison pourrait pousser les hommes à venir par ici? Le simple goût de l'effort? Cela me paraît bien léger. L'envie d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être se rapprocher du merveilleux? Probablement. Parce qu'il est une chose formidable qui s'offre aux randonneurs dans ces lieux magiques, en plus de l'impression de liberté. C'est l'étonnant contraste entre la partie minérale du paysage, austère, âpre et inflexible, et la partie végétale, pleine de douceur et de suaves surprises. C'est quelque chose d'unique et d'incroyablement beau. Pour peu que l'on prenne le temps, bien sûr, de contempler la nature, de s'y poser un instant, de respirer à plein poumon ces senteurs enivrantes. Alors là, tu vas pouvoir réaliser ton herbier dans de très bonnes conditions. On est sur une pelouse caillouteuse où on a un tas de petites fleurs partout. Regarde, c'est beau, hein? Mais ça m'a l'air parfait tout ça. Ouais. À commencer par le genévrier nain, non? Regarde, il est tout souple. Et en plus, il sent bon. Alors celui-là, il y en a partout sur les montagnes d'altitude en Corse. Il y en a vraiment dans tous les coins. Et tu sais, c'est celui qui arrache les mollets quand on marche dedans. Wow. Ah oui. Moi, il me nettoie quand je suis ici à la montagne. Et là, tu as les jeunes repousses, tu vois, qui sont très tendres. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, au fond, tu as
les épines. Ouais. Et cette petite fleur blanche là? Ouais, cette magnifique fleur à 5 pétales, bilobée, hein, on pourrait dire qu'elle en a même 10. Elle s'appelle la céreste de Solérol. C'est original ça. Alors elle pousse partout en montagne, hein, et tu la retrouves à la fois dans des massifs de genévrier ou de genêt, et aussi sur des cailloux, hein, sur les rochers. Mhm. Il y en a sur toute la Corse. Hein. Très joli. Tu vois, moi, ce que j'aime bien avec toutes ces couleurs chatoyantes, c'est le contraste avec les mousses. Ouais. Regarde, elles sont presque vert fluorescent. Magnifique, hein? On dirait des petits tapis tout doux. Alors les mousses, par contre, on les retrouve la plupart du temps sur les versants nord des montagnes, parce qu'elles recherchent l'humidité, Eh oui. là où il y a moins de soleil. On a aussi plein de petites touffes de prairies naturelles, composées de graminées. Il y en a des variétés astronomiques, hein. Plein de petits graminées, des carex. Et là, avec les pelouses, tu as cette toute petite fleur blanche à 5 pétales. Comment elle s'appelle celle-là? Celle-ci, c'est la sagine de Corse. Ah, elle est minuscule. Ah ouais, elle est toute petite. Elle est toute délicate. Elle a des tout petits pétales. Des belouts, tu vois. La sagine. Note, hein. Ah bah, sans oublier bien sûr les lichens. Ouais. Regarde. Il faut vraiment s'approcher, les toucher, pour voir qu'en fait, on dirait la même matière que le rocher finalement. Il est complètement imbriqué dedans. Ça fait de très jolies couleurs. Un peu de gaieté. Et tu vois, c'est des organismes symbiotiques, en fait, qui associent un champignon et une algue. Eh oui. Et on s'en sert depuis des décennies pour évaluer la qualité de l'air. Il y en a partout. Il y en a plus de 20 000 espèces surtout. Sur les rochers. Ouais. On dirait comme des sortes de projections de soufre ou d'or. C'est joli. Et là, on a cette magnifique fleur mauve qui s'étale un petit peu partout et qui doit être le Clinopodium corsicum, le calaman de Corse, à ne pas confondre avec le calaman nepeta, l'année bida. Ah, ben justement, je me disais. Ces petites clochettes, ça ressemble beaucoup à celles de la nébita. Eh oui, des belles petites clochettes. Tu crois que ça sent pareil? C'est ça. Magnifique. Ils sont super jolis. Il y en a partout. Et au milieu, parfois, eh ben, tu as cette petite fleur jaune, l'Hippocaeris. Non, pas les noms comme ça. Donne-moi plutôt le nom commun. Parce qu'après, je m'y perds avec tous les noms scientifiques. Celle-ci, c'est la porcelle de Robert. On peut pas l'oublier. Ah ouais. Bon, par contre, les fleurs jaunes, il y en a des quantités et des quantités. C'est vrai que celle-là, elle est répandue. C'est difficile, des fois, de les inventorier. Ouais. En tout cas, c'est magnifique. Tout ce tapis de fleurs. Ouais. Tu veux que je t'en cueille une? Non, c'est bon. Je vais les dessiner plutôt. Comme tu veux. Bon, c'est pas la peine de les cueillir. Par contre, elles sont tellement petites qu'il faut vraiment bien s'approcher pour voir les détails. Surtout celle-là. Magnifique. Ça sent bon. Oui, toute cette féerie ne se dévoile que lorsqu'on prend le temps de regarder les choses, de s'ouvrir à elles en toute quiétude. La montagne offre un spectacle inouï de beauté, si on accepte de s'y aventurer et d'en gravir les pentes. Il faut alors une dose d'intrépidité, d'héroïsme parfois.
mais l'émotion est toujours au rendez-vous. La fierté de se sentir privilégié. Le bonheur d'avoir communié avec Mère Nature, d'avoir élevé son âme au plus près de Dieu. Vous savez, les amis, je ne pensais pas que vous escaladeriez ces aiguilles de Popolasque jusqu'à leur point ultime, bravant tous les dangers de l'ascension. Cela impose le respect. L'aventure n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Tu veux que je te pousse? Bon. J'arrive. Moi, je dis, c'est dur, là. Eh, fais attention parce que là, ça tient pas bien. Ah. Attention, il y a quelques pierres qui bougent. Ah. Eh bien. C'est bien. Et là, on est sur le toit des aiguilles de Popolasque. Et là, une vue imprenable sur la chaîne du Cinto. C'est magnifique. Eh oui. Et à droite, tu as o Dente d'Asco. Cima ai Mori. C'est drôle quand même, il y a plein de points topographiques qui portent le nom de Maures, en Corse ou en Provence. En Provence, il y a le col des Maures. Et en Corse, il y a des caps, des pics, des sommets. Eh oui, tu as Bocca ai Mori, Serra dei Mori, Ponte Moriccioli, Ciottolo dei Mori et bien d'autres. Mais tu as que ces noms qui sont à l'intérieur des terres et pas sur le littoral. Moi, je pense que c'est dû à la couleur sombre de la roche, ça. Pourquoi pas, mais après avoir étudié la chose, je dirais plutôt que le nom de Mori donné à plein de lieux à l'intérieur des terres et non sur le littoral est le simple fait que, ici même en montagne, depuis des anciens temps, vivaient des populations à la préhistoire et aussi au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, tu vas avoir le début de la christianisation en Corse qui va commencer sur le littoral et progressivement va se faire à l'intérieur des terres. Et là, en montagne, ils ont des difficultés à christianiser le peuple qui vit à l'intérieur. Et les évêques vont considérer les habitants des montagnes comme des infidèles. Donc des Maures. Eh oui, puisque les infidèles, ce sont les Maures à l'époque. Et bien entendu, les gens qui vivent ici à l'intérieur des terres vont progressivement devenir chrétiens. Et ensuite, les bergers qui vont fréquenter la montagne, eux, vont se mettre sous la protection en fait, des saints patrons, des saints ou la protection directement divine. Ils sont ici présents dans la montagne, ils emmènent leurs troupeaux et ils vont construire des oratoires un petit peu partout. Sur les cols, tu as l'oratoire Sant'Antone, Sant'Ubido, Sant'Anne, enfin tous les saints possibles. Et ils vont ériger aussi des croix sur les sommets. Bien entendu, ils vont s'approprier les terres, des terres de pacage, et vont les placer sous la protection du Seigneur. Et les noms, restent. Ça m'a l'air d'être une explication plutôt plausible, ça. Il me vient une idée. C'est vraiment joli. Et puis... Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est quoi? Oh, un carnet. Il y a des choses très importantes.
Voilà. Le 2 juillet 1974, à 7 h du matin, naissance de Paul. Elle n'a même pas écrit ça. Et cela d'aiguille. Hein. Tu sais, si tu veux écrire dans le carnet, il te manque déjà l'essentiel. Ah, tu me donnes. Allez, Tiens. regarde là, il y a plein de personnes qui ont écrit leur ascension, parfois avec grande difficulté. Oh, je peux bien y croire. Et moi, j'avais noté quelque chose qui a un rapport avec moi. Hein. J'ai une idée. Tu es jamais à la maison. On est d'accord. Tu écris Odier, Paul et Forêt du Gaz. C'est bien mieux, Karine et Paul de Forêt d'Istrade. Hein. Karine et Paul de Fora d'Istrade. Cela sonne bien en effet. Et il n'est peut-être pas de meilleure manière pour terminer cette belle aventure sur le toit de l'île, dans le respect des traditions montagnardes, à inscrire son nom sur le livre d'or de ses aiguilles, au pied des immuables croix qui ornent tous les sommets d'Occident depuis le Moyen-Âge, rappelant à tous que ces terres merveilleuses sont sous protection divine.